Bienvenue dans cette première vraie leçon de la formation Stable Diffusion et Automatic 1111. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le Text to Image, qui est la base du logiciel, pour créer des images comme celle-ci. Vous avez déjà eu l'occasion de faire une première prise en main du logiciel avec la leçon précédente, mais maintenant on va rentrer vraiment dans les détails de l'utilisation du Text to Image, donc la génération d'images par intelligence artificielle grâce au texte que vous allez décrire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, c'est parti. Si vous êtes un peu perdu, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les vidéos de la formation sur ma chaîne. J'ai créé une playlist, donc vous allez sur ma chaîne et vous trouvez ici la playlist formation à 1111 2024. En description de la vidéo, vous trouverez ce fichier, ce Google Docs, qui est le plan de la formation, qui reprend une à une toutes les vidéos de celle-ci. Et enfin, à partir de cette présente leçon, vous allez avoir à disposition des fichiers formation. Ce sont d'autres Google Docs dédiés à la vidéo en cours, qui se présentera de la forme suivante et qui reprendra à peu près tous les éléments de la vidéo qu'on a vue. Et vous retrouverez également quelques petits exercices pour ceux qui veulent en bas de page, à la fin du document, sur lesquels vous pourrez vous entraîner et m'envoyer les résultats pour que nous puissions en discuter ensemble. Cette leçon va être divisée en deux. Nous allons d'abord voir en détail la partie haute du logiciel, qui est ici la 1, puis nous allons voir en détail la partie 2 du logiciel qui sont les paramètres à utiliser lors de la génération. Donc c'est parti, on y va. Je vous invite à ouvrir votre logiciel Automatic 1111 et la première chose que nous allons voir ici c'est AO. Ici vous voyez il y a marqué Stable Diffusion Checkpoint, c'est le modèle que vous allez utiliser pour générer vos images. Nous en avons déjà parlé mais chaque modèle de Stable Diffusion qui a été entraîné bien sûr par la communauté est basé sur l'un des 3 modèles actuels de Stable Diffusion. Donc vous avez Stable Diffusion 1.5, vous avez Stable Diffusion 2 et vous avez Stable Diffusion SDXL. Alors récemment nous avons eu Stable Diffusion Cascade et bientôt nous allons avoir Stable Diffusion 3. Ça fait beaucoup, ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment ce qui est important pour l'instant. Sachez juste que pour trouver vos modèles, bien sûr, il faudra vous rendre sur ce site ici qui s'appelle civitai.com. Donc c'est l'ensemble des modèles entraînés par les utilisateurs que vous pouvez télécharger et utiliser. Il y en a pour tous les goûts, vous avez ici des modèles réalistes, vous avez ici des modèles animés, vous en avez pour les paysages, vous en avez pour les pancartes, vous en avez pour les logos, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui nous allons utiliser celui-ci, Real Cartoon Réalistique. Voilà, donc si vous voulez suivre en même temps que moi, vous pouvez très bien le télécharger. Je vous rappelle que pour télécharger le modèle, une fois que vous êtes sur la page du modèle, vous cliquez ici et vous prenez le fil modèle en général. Et bien sûr, une fois que vous aurez téléchargé votre modèle, qui donc finit par l'extension Save Tensor, vous allez naviguer dans le dossier de votre installation Automatic 1111, ici dans Models, vous allez dans Stable Diffusion et vous copiez-collez ici le modèle que vous venez de télécharger. Puis vous retournez dans votre interface et vous pouvez cliquer juste ici sur le bouton Refresh pour le voir apparaître dans cette liste. Je vous ferai très bientôt une petite vidéo qui reprendra l'ensemble des modèles que je trouve vraiment excellents en ce moment, ainsi que les meilleurs actuellement, version par version bien sûr. Voilà, donc une fois que vous êtes sûr de bien avoir sélectionné votre modèle, vous avez ici plusieurs onglets comme vous voyez. C'est un peu votre boîte à outils. Donc aujourd'hui ce que nous allons apprendre c'est le Text to Image, que vous avez déjà eu l'occasion de manipuler un petit peu, mais là vous allez voir on va vraiment rentrer dans les détails. Donc ici, ce carré là c'est le carré où vous allez écrire votre prompt, ou autrement dit en français, le texte qui va décrire votre image, l'image que vous souhaitez obtenir. Nous n'avons pas vu ça dans la leçon précédente, mais en fait il y a une manière bien précise d'écrire les prompts pour améliorer la qualité des images que vous allez obtenir. C'est ce que l'on appelle le prompt engineering. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme, car en fait dans le monde de l'IA, ça sert aussi bien pour les générations d'images par intelligence artificielle, ça sert aussi pour ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Le prompt engineer, c'est la science de savoir comment écrire les prompts pour se faire comprendre par une intelligence artificielle. Et c'est donc la première partie de cette leçon. Je vous ai préparé une petite slide pour vous expliquer tout ça en détail. Donc, pour un meilleur résultat, votre prompt, le texte que vous allez écrire de l'image que vous souhaitez obtenir, doit contenir un sujet, le médium, le style, ainsi que d'autres mots-clés. Le sujet, c'est ce que vous souhaitez obtenir, donc c'est-à-dire, imaginons une sorcière par exemple. Le médium, c'est le matériau utilisé pour créer l'œuvre d'art. Donc vous pourriez écrire illustration, peinture à l'huile, image 3D, etc. Le style, c'est le style artistique que vous souhaitez obtenir. Ça peut être de l'impressionnisme, ça peut être un style animé, ça peut être un style dessin, vous voyez. Et enfin, autres, ce sont ce que l'on appelle des enhancers. Ce sont des mots-clés qui vont améliorer votre image. Ça peut être la résolution, la couleur, la station d'art, etc. Vous allez comprendre ça par la suite. Regardez, je vous ai fait ici un petit exemple. Un bon prompt se décomposerait de la manière suivante. Ici, par exemple, vous voyez une sorcière assise sur un rocher devant un château. C'est le sujet, ce que vous souhaitez obtenir. Ensuite, vous mettez le médium, ici, pourquoi pas peinture à l'huile. Vous mettez le style, j'ai mis style digital. Et enfin, les enhancers. Donc 8K, lumière vive,
et il y en a vraiment beaucoup, je vais vous les donner par la suite bien sûr. Voilà, en écrivant un prompt de meilleure qualité, forcément vous allez obtenir à la base une image de meilleure qualité également. Comme vous pouvez le voir ici, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la base du prompting et de la manière à penser et réfléchir lorsque vous voulez écrire un prompt. Vient ensuite la syntaxe d'Automatic 1111. Ce logiciel possède sa propre syntaxe. On va pas parler de tout ici, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une des choses les plus importantes et qui serait bien que vous reteniez, c'est que vous pouvez augmenter le poids ou l'impact qu'a un mot ou une phrase dans l'ensemble de votre prompt. En fait, regardez, si vous reprenez l'exemple du prompt précédent, ici vous pouvez mettre entre parenthèses ce que vous voulez faire remarquer. En gros, c'est une manière de dire au logiciel, et attention, regarde là, plus en détail. Vous le mettez donc entre parenthèses, 2 points, 1, et le poids. Donc vous pouvez aller de 1,1 à 1,2, 1,3, etc. Une manière très simple de faire ça, c'est en utilisant le raccourci CTRL et flèche du haut. Regardez, si je vais sur Automatic 1111, regardez, vous tapez n'importe quoi, par exemple cela. Nous avons ici une sorcière dans le désert. Votre prompt a donc deux aspects. Mais si je souhaite dire au logiciel, et attention, fais bien attention à respecter mon prompt en mettant un désert autour de la sorcière, il suffit de sélectionner ce dont vous voulez porter l'attention sur. Vous faites CTRL flèche du haut une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, les parenthèses se sont mis automatiquement et plus vous appuyez sur le haut, plus le poids, donc vous voyez que là on est à 1,8, j'ai appuyé 8 fois, ça dit au logiciel, attention, cette partie-là du prompt est très importante pour moi. Donc le logiciel va tout essayer pour réussir à mettre cela. Regardez cet exemple, vous voyez que le logiciel a beaucoup mis d'emphase sur le désert. Il a même assorti la couleur des vêtements au désert, puisqu'en fait le logiciel considérait que la partie désert dans le prompt était très important pour nous. Alors, il existe beaucoup d'autres petites astuces de syntaxe. Vous pouvez notamment décider à partir de quelle étape et quelle itération tel aspect du prompt va commencer à intervenir et quel aspect va partir, etc. Ce n'est pas l'essentiel maintenant, ça compliquerait un petit peu trop la vidéo, donc je vous invite juste à vous rendre dans la section suivante, qui sera la section intermédiaire où il y aura une vidéo dédiée au prompt engineering. Et là, je vous montrerai des trucs très sympas que nous pouvons faire juste en modifiant un petit peu les mots. Et nous verrons donc le pouvoir de la parole, même pour les IA. Mais heureusement, grâce à Automatic 1111, nous avons une petite astuce pour nous simplifier grandement la vie. C'est ce qu'on appelle les feuilles de style. En gros, ce sont des templates que vous pouvez bien sûr entièrement personnaliser et qui vous permettent d'écrire un grand nombre d'enhancers et de mots et de prompts déjà prêts autour du sujet que vous souhaitez obtenir. Et en fait, ça devient très facile d'utiliser les styles de cette façon-là. Regardez, je vais vous montrer ça. On retourne sur Automatic 1111 et je vais écrire tout simplement One Girl. Ça, c'est un prompt très connu dans Stable Diffusion qui permet d'obtenir une femme, en fait, tout simplement. Regardez sous le bouton Generate, vous avez ici un petit menu. Quand moi je clique, je me retrouve avec cette liste-là. Pour vous montrer ce que ça fait, regardez, je vais sélectionner par exemple Manga et tout simplement cliquer sur Generate. Et regardez, j'obtiens très rapidement une fille dans le style manga sans rien avoir écrit de plus. Je peux modifier, au lieu de manga par exemple, je vais cliquer sur Ghibli. Voilà, j'obtiens là une image dans le style de Ghibli, le studio d'animation. Allez, encore une dernière, par exemple, pourquoi pas Space Hologram. Ça sera un style un peu spatial avec holographique. Regardez, et voilà donc ce que j'obtiens dans le style que je souhaitais. Pourtant, regardez, dans mon prompt, j'ai juste mis One Girl. C'est quoi cette liste? En fait, lorsque je clique ici et que je sélectionne une option, si vous descendez, vous avez en bas la description du prompt qui a été utilisé, et vous voyez qu'à côté de mon One Girl, il y a une série de mots. Car en fait, avoir sélectionné ici une des options a rajouté ces mots-là à mon prompt. Pour l'installer, c'est très simple, vous trouverez dans la description ou dans le fichier formation un fichier Excel qu'il faudra télécharger et copier ici dans la racine de votre installation Automatic 1111. Moi je l'ai ici, regardez, style.csv. C'est là où il y a votre lanceur. Juste pour vous montrer rapidement ce qu'il y a dans ce fichier-là. Regardez, en fait ce sont juste des prompts qui ont été écrits à l'avance, dont je me suis inspiré. Vous pouvez modifier vous-même ce fichier-là pour ajouter les styles que vous aimez bien au fur et à mesure de vos découvertes. Mais je vous laisserai expérimenter cela. Et enfin, pour finir avec les prompts, une dernière petite astuce. C'est ici le numéro 4, vous pouvez également aller chercher des prompts sur Civit AI. Oui, regardez, sur Civit AI, vous pouvez cliquer ici sur Images, vous obtenez une page remplie d'images générées par les utilisateurs, et si vous cliquez sur une que vous aimez bien, par exemple, là j'ai cliqué sur celle-ci, en bas à droite vous avez le détail des prompts utilisés pour la création de cette image. Donc en fait, vous pourriez juste copier-coller et regarder le résultat que ça donne chez vous, modifier un petit peu le prompt à votre sauce, etc. Vous verrez que vous allez utiliser cela assez souvent. Et on n'en a pas parlé, mais les negative prompts ici, c'est tout ce que vous ne souhaitez pas obtenir dans l'image. Cette partie, elle sert surtout d'enhancer, donc d'améliorateur. C'est-à-dire que vous allez mettre ici des choses, par exemple déformées, ou mauvaise qualité, des choses comme ça, qui vont vous assurer d'avoir des images correctes. Puisqu'en fait le logiciel va voir que vous ne voulez pas avoir des images de mauvaise qualité,
avec une mauvaise lumière, etc. En général, ici, on retrouve pas mal de gros pavés. Regardez, là, vous avez un exemple. C'est une série de mots qui servent d'enhancer et qui servent à guider le programme pour ne pas faire de mauvaises images. Vous avez un peu de tout, hein. Vous avez ici, vous avez moche, des mains très mal dessinées, vous avez défiguré, déformé, le corps hors du frame, donc hors du cadre, etc. Ça va aider votre logiciel, en fait, à générer une image correcte. Mais pareil, regardez dans la liste des styles, vous avez ici, les 3 premiers, ce sont une série de négatives. Donc vous pouvez mêler négative et ici en bas positive. Vous pouvez même mêler plusieurs styles. Là je vous laisse libre cours à votre imagination. Voilà, vous avez maintenant la base du prompting. Et nous allons passer maintenant à la suite qui sont les paramètres de génération d'images. Allez, donc maintenant vous retrouvez ici en bas les paramètres de génération de vos images par intelligence artificielle. Et nous allons passer au plus simple d'abord, c'est ici la seed. C'est en gros le numéro qui définit l'identité de votre image. Regardez, en fait, si par exemple ici je mets un numéro aléatoire, si ici le chiffre -1 apparaît, c'est que chaque fois que vous allez cliquer sur Generate, une image aléatoire sera générée. Par contre, quand vous tombez sur une image que vous aimez bien, par exemple, on va dire celle-ci, vous pouvez cliquer ici sur l'icône recycler. Ça va vous inscrire la seed correspondant à cette image. Et maintenant, lorsque vous cliquez sur Generate, c'est censé vous faire la même image. Voilà, vous voyez ici le résultat. C'est très utile lorsque vous trouvez une image que vous aimez bien, mais que vous souhaitez modifier un petit peu. Vous allez juste modifier votre prompt un petit peu pour voir l'effet que cela a sur l'image que vous aimez déjà bien à la base. Et théoriquement, si je vous envoie cette seed là et que vous utilisez tous les mêmes paramètres que moi, vous êtes censé obtenir la même image que moi. En théorie, bien sûr. Parce que le calcul est tellement complexe que l'effet de la théorie du chaos, pour ceux qui connaissent bien sûr en mathématiques ou en physique, rentre en jeu. En gros, c'est qu'une toute petite variation des conditions initiales change drastiquement le résultat final. Donc des fois, ça marche pas d'un ordi à l'autre. Ensuite, nous passons au sampler ou sampling méthode. Ça, c'est tout simplement l'algorithme utilisé par Stable Diffusion pour calculer la diffusion de votre image. Quand vous cliquez ici, vous en avez pas mal. Il y en a des vieux, il y en a des récents. Chacun a sa petite subtilité, certains sont plus rapides que d'autres génèrent des images plus jolies que d'autres. Mais avec le temps et vos différents tests, vous allez vite voir la différence et lesquels sont les meilleurs. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser celui par défaut, qui ne l'était pas jusqu'à maintenant, mais qui est devenu avec les nouvelles versions d'Automatic 1111, car c'est le plus performant et celui qui donne les meilleurs résultats. C'est le DPM++ de MKRAS, puis nous avons également l'original qui est Teller. Par exemple, regardez, si je change juste ici le sampler en laissant les paramètres tels qu'ils sont et que je clique sur Generate, vous voyez que l'image que j'obtiens n'est plus du tout la même que celle que j'avais. Pourtant, les paramètres sont exactement les mêmes. C'est juste que l'algorithme qui a calculé l'image n'est pas le même. Et comme je vous disais, les calculs sont tellement compliqués que la moindre variation fait tout changer. Nous rentrerons dans la partie avancée dans le détail technique des samplers. Mais pour l'instant, il vous faut juste savoir que certains samplers sont convergents et d'autres sont divergents. C'est-à-dire que les samplers convergents, comme par exemple ici DPM++ de MKRAS, vous donnera toujours la même image. C'est-à-dire que vous auriez beau laisser le logiciel calculer pendant 10 minutes par exemple, au bout d'une minute, votre image convergerait vers toujours la même, et entre 1 minute et 10 minutes, il n'y aurait pas de différence. Ce qui n'est pas le cas pour Euler par exemple. Regardez ici cette illustration. Ici, pour DPM++ de M, vous avez l'image générée en fonction des itérations, donc de la durée de calcul. Et vous voyez que pour le DPM++ de M, plus les itérations avancent et plus l'image converge vers la même. C'est-à-dire que la 28 n'est pas différente de la 13. Par contre, si vous prenez Euler A, vous voyez qu'ici qu'à chaque step, nous avons des images différentes à chaque fois. Cette image-là n'est pas un résultat de celle-ci. Donc en fait, Euler A est un sampler divergent. Je vous en parle pour votre connaissance, il n'y a pas vraiment que vous sachiez tout ça. Ça bien sûr, c'est pour les plus curieux d'entre vous. Avant, les samplers avaient son importance car les cartes graphiques avaient du mal à calculer, certains samplers étaient très lourds, d'autres l'étaient moins. Mais avec l'avancée de la technologie et des algorithmes, cet écart-là ne se fait presque plus trop ressentir. Donc maintenant, la seule différence c'est souvent au niveau de la qualité de la génération finale des images. Nous passons ensuite à la partie Sampling Steps, ce sont donc les itérations. En gros, c'est le nombre de fois que votre logiciel va réaliser la diffusion. Chaque step, chaque itération, est donc une étape de calcul de votre logiciel. J'en ai pas vraiment encore parlé, mais voici comment fonctionne le modèle de Stable Diffusion et pourquoi nous disons diffusion. Au début, le logiciel vous génère une image complètement aléatoire. Et c'est cette image-là que vous obtenez qui fait penser un petit peu aux vieilles télé qui recevaient de l'information. En fait, c'est de l'information complètement aléatoire et ici, c'est une image complètement bruitée. On dit que cette image a 100% de bruit. Le but de Stable Diffusion, c'est donc de diffuser l'image ou de résoudre le bruit de cette image pour générer à la fin une image débruitée. Bien sûr, c'est un processus assez lourd qui se réalise de manière itérative. Et plus vous allez laisser tourner le logiciel, plus votre image va être débruitée. Ici, vous voyez qu'avec une seule itération, ce n'est pas suffisant, puis 2, puis 3, puis 4, etc. ainsi de suite. Jusqu'à obtenir une image débruitée complètement. Regardez, on va tester cela en direct. Si ici je mets une itération de 1, le logiciel va tourner juste une fois. Je clique sur Generate et j'obtiens cette image-là. C'est la première diffusion de l'image
complètement bruitée que nous avions à l'étape 0. Si je mets le 2, on obtient une image encore un peu bruitée, mais qui bien sûr pour le logiciel est un peu moins bruitée. Nous, simples humains, ne pouvons pas lire ça, bien sûr. Mais regardez, j'augmente petit à petit, je mets maintenant 3. Nous comprenons toujours pas ce qu'il se passe, mais le logiciel comprend. Je vais mettre 5. On commence à avoir un semblant d'image, mais qui est encore bruité. Donc il y a des choses bizarres tout autour. Le processus est répété, en général une vingtaine de fois, pour obtenir finalement une image complètement débruitée et qui est satisfaisante à l'œil humain. Bien sûr satisfaisante par rapport aux images entraînées. Et voilà ce qu'est l'entraînement des modèles à diffusion, que ce soit pour créer des images, des textes, de la musique, de l'audio, etc. Lorsque nous parlons des modèles à diffusion, c'est ce processus itératif-là dont nous parlons. Nous donnons une information complètement aléatoire au modèle, puis on lui dit de prédire quel serait le meilleur résultat. Et bien sûr, le logiciel sait quel est le meilleur résultat car nous l'aurons entraîné avec une très grosse base de données de résultats souhaitables. Je veux pas alourdir cette leçon plus que ça. Personnellement, c'est un sujet qui me passionne, la diffusion. J'en ferai donc une vidéo dédiée dans les leçons suivantes pour ceux qui vraiment sont curieux de savoir comment marche le modèle stable de diffusion ou les modèles de diffusion en général. Nous aurons donc le temps de rentrer beaucoup plus en détail dans tout cela. Mais bon, savoir l'arrière du décor n'est pas forcément obligatoire pour ceux que nous souhaitons obtenir ici. Donc nous reviendrons dessus à l'avenir. Avant de passer à la suite, regardez, je vous ai fait ici le processus itératif pour un prompt. Donc toujours la sorcière. Et vous voyez donc que plus les itérations augmentent, plus nous obtenons une image telle que souhaitée. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'à partir du step 15 ou 20, l'image est assez satisfaisante. Et même si on le laisse tourner plus longtemps, en fait, il n'y a pas vraiment d'amélioration. C'est pour ça qu'ici, dans les sampling steps, je vous conseille entre 20 et 30 itérations. Vous pouvez mettre 100, ça ne changera rien à votre image, si ce n'est faire tourner votre carte graphique jusqu'à l'épuisement. Et vous-même aussi, puisque vous attendrez des dizaines et des dizaines de minutes. Donc entre 20 et 30, c'est une bonne valeur. Enfin, nous passons donc à la taille de l'image, qui est ici représentée par ces deux sliders là, le width et le height, avec mon magnifique accent anglais. Certaines dimensions donnent de meilleurs résultats que d'autres. Ce paramètre va grandement faire varier votre résultat. Pour la bonne et simple raison que le modèle a été entraîné avec des images humaines et des images qui existent vraiment. Et si vous souhaitez obtenir un portrait d'une personne, par exemple, disons, en fait, il faudra que l'aspect ou le ratio de votre image soit en mode portrait. C'est-à-dire que la hauteur soit plus importante que la largeur. En fait, regardez, si je vais sur Google et que je tape portrait femme, par exemple, vous avez majoritairement des images en mode portrait, donc c'est-à-dire avec un aspect ayant une hauteur plus importante qu'une largeur. Ça, c'est parce qu'en général, les photographes, ils prennent des photos comme ça. Donc bien sûr, le modèle est entraîné avec des images humaines, ou en tout cas avec tout ce qu'a produit l'humanité, avec des images en format portrait. Donc lorsque nous donnons au modèle des millions d'images pour s'entraîner, la loi des grands chiffres fait donc que le logiciel va associer le mot portrait, donc aux photos de personnes, mais ces photos-là auront un aspect donc portrait. De même que si vous demandez un paysage fantastique au logiciel, il vaudrait mieux que votre aspect soit au format paysage, pour le coup, c'est-à-dire que votre largeur soit plus importante que votre hauteur. Les résultats seront beaucoup améliorés. Pour vous montrer de quoi je parle, regardez, je vais ici faire un petit exemple. Je vais ici demander au logiciel le portrait d'une personne, mais je vais mettre une taille qui est au format paysage, c'est-à-dire que la largeur sera plus importante que la hauteur. Je vais cliquer sur Generate. Voilà, vous obtenez une image comme ça un peu bizarre avec deux visages séparés par un trait au milieu, on comprend pas trop. Mais parce que le logiciel a souvent du mal à faire des portraits lorsque vous donnez un aspect de paysage. Maintenant, je vais cliquer ici sur les doubles flèches, ça va inverser le ratio, et donc l'aspect et la taille de mon image sera vraiment au mode portrait, tel qu'on l'entend. Donc, lorsque je clique sur générer, voilà, j'obtiens ce genre d'image qui est, pour le coup, un vrai portrait, avec une qualité acceptable. Donc, il faut que vous ayez toujours bien en tête l'aspect de votre image par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. C'est à vous de juger après, faire des tests par-ci, par-là, mais en gros, sachez que si vous voulez obtenir des portraits ou des choses comme ça, privilégiez ce qui existe en majorité dans la base de données de l'humanité, si on peut dire comme ça. Bien sûr, il y a des moyens de contourner cela, nous verrons par la suite, notamment avec ControlNet. Et enfin, on va passer au dernier paramètre que nous allons voir dans cette leçon, c'est le SFG Scale. Alors, le SFG Scale, c'est le paramètre qui contrôle l'équilibre entre la créativité de l'IA d'une part, et le respect de votre prompt d'autre part. En gros, un SFG bas va donner beaucoup plus de créativité à votre logiciel et en gros lui dire bon, pas besoin de trop respecter mon prompt, tu peux créer de manière un peu plus créative et ce que tu veux. À l'inverse, si je mets un SFG Scale de 30, c'est en train de dire au logiciel, attention, je veux exactement ce qu'il y a marqué sur mon prompt, donc vous ne laissez pas de liberté au logiciel du tout. En faisant cela, bien sûr, vous allez forcer quelque chose qui va rendre votre image de mauvaise qualité. Lorsqu'on manipule ce paramètre-là, on le laisse entre 5 et 8 à peu près. Il faut tester en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Mais si vous demandez au logiciel de ne pas suivre votre prompt, il ne suivra pas votre prompt.
Si vous lui disiez d'être extrêmement strict avec votre prompt, il ne sera pas créatif du tout et il va faire n'importe quoi. Et voilà. Ensuite, il reste les paramètres backcount et backsize. Ça, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Le backcount, c'est le nombre d'images à la suite que vous allez générer. Si là, je mets 4, par exemple, le logiciel va tourner 4 fois et me donner 4 images à la suite. Le backsize, c'est à peu près la même chose. Si vous avez un petit GPU, privilégiez le backcount. Mais en gros, le batch size, ça va générer 4 images en même temps. Donc ça va faire un calcul en parallèle. Mais vous n'aurez pas trop souvent à utiliser celui-là. Moi, j'utilise surtout le backcount. Et voilà, nous avons vu donc l'ensemble des paramètres un peu plus en détail que la vidéo précédente. Donc maintenant, vous êtes équipés pour commencer vraiment à vous amuser. Et nous verrons dans la leçon suivante, qui sera une des plus importantes que nous allons voir, l'onglet Image to Image. Alors, une toute petite remarque avant de nous quitter. Regardez, ici, le IRESFix. C'est une option qui va en fait prendre votre image et faire exactement le même processus que Image to Image. Donc, c'est pour cela que je ne vous en ai pas vraiment parlé dans cette vidéo. Mais vous comprendrez tout dans la suivante. En tout cas, on a fini cette leçon, j'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses, et maintenant vous commencez à être assez équipé, votre boîte à outils commence à se remplir. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, laissez-moi un petit commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou un point particulier, vous pouvez toujours me contacter par email, vous trouverez l'email dans le fichier formation. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon les amis.